Bonjour Lucie Borlotto. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir vous rencontrer à l'issue de la projection de votre dernier film À mon seul désir ici à la Cinémathèque française. Le film est sorti en salle l'an dernier. Si je ne me trompe pas, c'est tout juste un an. Oui, c'est sorti au début du mois d'avril et là on est au début du mois de mars. Donc ça fait 11 mois. Et c'est votre troisième long métrage. Oui, c'est mon troisième long. Qui se passe dans un club de striptease. Et c'est un film très singulier, très spécial. Alors, d'où vous est venue cette idée et puis, est-ce que pour vous, c'est un film qui est en continuité de vos films précédents ou ça marque une rupture Je dirais que de toute façon, moi, ce qui m'amuse, c'est vraiment d'une certaine façon d'avoir un nouveau défi pour chaque film. Donc, je ne sais pas si on peut parler vraiment de rupture, mais ça m'ennuierait beaucoup de faire toujours le même film. Donc, j'ai fait comme ça depuis que j'ai fait des films, y compris les courts-métrages. Et parfois les séries qui sont un peu comme des récréations, parce que c'est plus des choses de commande et tout ça. Et donc pour ce film, j'en ai eu l'idée tout de suite après la la sortie de mon premier long, Fidelio, l'Odyssée d'Alice. C'est vraiment le film que je pensais faire après. Et puis finalement, l'écriture a pris beaucoup de temps. Et c'est un peu comme Fidelio, c'est-à-dire que c'est un film qui part d'une amie, une personne réelle donc qui se met à faire un travail que je trouve un peu fascinant. Donc voilà, c'est ma meilleure amie marin pour Fidelio. Là, c'est une autre amie qui a travaillé dans un club de striptease pendant quelques années, en faisant d'autres choses d'ailleurs à côté, comme beaucoup de personnages dans le film. Et donc j'étais absolument fascinée par ce qu'elle me racontait, et comme c'était pas très loin de chez moi à l'époque, ce club, je suis allée voir le spectacle et j'ai rencontré pas mal de ses collègues en restant le soir après le travail, boire des verres, etc. Et du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus vraiment à partir d'un matériau réel, mais en écrivant plutôt un film qui est comme un conte. C'est-à-dire que l'univers du striptease n'est pas complètement étranger à celui du cinéma. Enfin, il y a beaucoup de films qui se passent dans des clubs de striptease, notamment des polars, des films comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont du point de vue des danseuses. Et moi, j'avais envie que le film, là où on attend beaucoup de misère, de violence, etc., soit vraiment à rebours des clichés qu'on a. Donc il y a aussi un côté évidemment fantasmatique dans le film. C'est pas du tout un film 100% naturaliste, c'est une sorte de conte en fait. Une sorte de conte féministe. Voilà. Et est-ce que vous avez des références esthétiques ou scénaristiques, par exemple le cinéma underground des années 60 ou surréalisme? Pour moi, j'ai trouvé des traces de Buñuel, mais j'ai pensé qu'en fait, quand on entre dans le club, comme si on entre dans un monde vraiment surréel qui est différent avec le monde extérieur. Oui, il y a un côté, dans ce lieu, il y a un côté un peu clos et un peu, effectivement, fantasmagorique. Et Buñuel, en tout cas, moi je sais que comment s'appelle le film avec Deneuve sur la prostitution? La Belle de jour. Voilà, merci. Belle de jour faisait partie des films. J'avais une sorte de petit catalogue de films. Celui-là en faisait partie, et notamment pour le regard sur les clients. C'est-à-dire que comme mon film il est du point de vue des danseuses, en fait on voit beaucoup les clients parce qu'elles regardent les clients qui les regardent. Mais du coup, nous, on les voit. Et c'est vrai que dans ce film de Buñuel, qui a plein d'autres qualités et tout ça, il y a quand même ce truc de découvrir des personnages qui ont des pratiques étranges, des personnages étranges, et en même temps sans les juger, sans en faire juste des purs ressorts scénaristiques, vraiment en les observant, en les montrant. Et par exemple, pour ça, oui, Belle de jour, ça peut être une référence. Aussi parce qu'effectivement, dans Belle de jour, le personnage de Catherine Deneuve, elle se prostitue par choix et pas par nécessité. Même si, évidemment, le personnage principal de À mon seul désir, enfin en tout cas celle avec qui on rentre dans le club, elle a besoin d'argent. Et en fait, moi, j'ai rencontré aucune personne qui faisait ça sans avoir un tout petit peu besoin d'argent. En fait, c'est normal. Mais
c'était important pour moi que souvent les films qui parlent du travail du sexe, notamment quand c'est des femmes, le scénario est construit autour du fait qu'elles sont obligées de gagner cet argent, sinon elles vont mourir, leurs enfants vont avoir un gros problème, il y a quelqu'un qui doit avoir une opération qui doit coûter très cher, ce genre de choses. Et là, moi, je voulais pas du tout que ce soit comme ça. Je voulais qu'il y ait une forme de banalité, mais pour moi, c'était une forme d'honnêteté par rapport à ces pratiques et par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Voilà. Et d'autres références? Et alors sinon, dans les références, il y avait, par exemple, c'est assez varié, hein, c'est-à-dire que j'avais fait vraiment toute une petite liste de films que j'ai même partagé avec mes actrices ou avec l'équipe. Par exemple, il y avait Cabaret, ce film de Bob Fosse, qui pour le coup présente un cabaret des années 30 avec qui était adapté d'une comédie musicale, film très célèbre et tout ça, mais qui était intéressant même d'un point de vue technique parce que ça filme un théâtre assez miteux, enfin tout petit. Et donc on voit les projecteurs, etc. Et c'est vrai que c'était le cas aussi pour le club qu'on avait imaginé. Donc ça nous donnait comme ça des idées en fait sur la couleur, sur la manière, sur l'espace, voilà, des choses comme ça. Après, il y a dans les films de striptease, dans les figures de stripteaseuses, il y a les films de Jacques Demy. Pour moi, les personnages féminins de Jacques Demy sont des personnages extraordinaires et que j'adore et qu'on peut retrouver un peu dans Un Monceau le désir. C'est ces personnages qui ont énormément de profondeur dans la légèreté. Enfin, c'est vraiment des personnages de femmes légères qui revendiquent un droit à la légèreté, mais qui en fait sont extrêmement puissantes et extrêmement profondes. Et donc c'est vrai que pour moi ça c'était aussi une référence. Après, qu'est-ce que j'ai pas du tout préparé cette question, donc je cherche d'autres références, mais je les trouve pas. Mais voilà, il y avait toute une petite liste comme ça. Hein. Il y avait aussi des films qui faisaient un pas de côté. Je sais que par exemple pour le personnage de Mia, qui est joué par Zita Enro, je lui avais dit de revoir Esther Kahn pour l'espèce de désir viscéral de devenir actrice. Parce que finalement, c'est aussi un film sur le théâtre et sur l'envie de jouer, de faire du spectacle. Donc là, c'est un peu le plus petit théâtre du monde et puis le plus méprisé. Et sauf que pour moi, il y avait un espèce de renversement du pouvoir. C'est-à-dire que quand les filles sont sur scène, elles ont vraiment le pouvoir, en fait, même dans ce petit théâtre miteux. Et elles peuvent éprouver non seulement du plaisir à être sur scène et à tenir les hommes en respect, enfin les hommes ou le public, mais même devenir des forces de création. Voilà, même dans quelque chose qui est considéré comme impur, qui est considéré comme pas artistique. Je trouve que ça déploie des trésors d'invention, d'humour et de beauté. Et voilà, je crois que c'est ça qui me motivait. Et dans l'écriture et ensuite dans la fabrication du film. Le film a mis longtemps à se monter parce que je suis très lente à écrire, d'une part. Ensuite, parce qu'on a eu des réticences au moment du financement, parce que c'est compliqué d'avoir un discours sur le travail du sexe qui ne condamne pas en fait, ces pratiques, parce qu'en France, c'est... vraiment, il y a un problème de vide juridique et d'angoisse de la France à faire face à ces questions. Donc ça se ressentait quand même très fort dans les commissions. Et puis finalement, on a fini par avoir un peu d'argent. Et entre-temps, il y avait eu le Covid. Et c'est vrai qu'on a tourné en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on était aussi dans une énergie de savoir à quel point c'est précieux de ce monde de la nuit, le monde de la fête et le fait de faire du spectacle vivant dans l'instant et d'être ensemble. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'euphorique, je pense, qui aurait peut-être pas été la même chose 4 ans auparavant. Voilà. Et le travail de Zita Enro, le personnage de Zita Enro qui est comédienne, qui fait de figuration aussi, on voit cette scène-là, elle fait la fête de fin de tournage, etc. Ça c'est pas un peu des éléments autobiographiques, parce que je sais que vous avez fait de figuration, vous avez joué aussi. Alors sans être des éléments autobiographiques, c'est vrai que je trouvais ça... alors c'est sûr que moi j'ai voulu à la fois être actrice et réalisatrice. J'ai fait des études pour ça. Enfin, je faisais le conservatoire d'arrondissement. Comme le personnage de Mia, j'ai raté
le concours du conservatoire, alors que c'était l'année de la dernière chance, après avoir eu le premier tour et en pensant que c'est incroyable. Et c'est vrai que du coup, ça pourrait être des éléments. Après, tout ce truc autour de l'acteur qui est un peu comme un héros qui pourrait la sauver, c'est pas du tout autobiographique. C'est juste un regard aussi, amusé sur le fait qu'on peut très bien renverser les rôles, surtout avec tout ce qui se joue en ce moment dans le cinéma. On n'est pas forcément une victime parce qu'on a du désir pour un acteur connu, quoi. Enfin, on peut aussi, je sais pas comment dire, y trouver de la joie, y rencontrer des gens avec qui on va collaborer. Enfin, c'est pas forcément sombre et atroce, parce que tous les mecs sont pas atroces, toutes les femmes non plus. Enfin, disons que À mon seul désir, c'est aussi un film qui présente des personnages complexes, qui sont pas monovalents et qui sont pas complètement positifs ou négatifs. Enfin, j'espère qu'ils sont humains, quoi. Voilà. Et non, dans les éléments autobiographiques, je dirais qu'il y a peut-être effectivement, oui, le fait qu'à un moment, quand on a 24, 25 ans, on pense que notre vie est finie, alors qu'en fait, on peut avoir un très bel avenir devant nous. Et qu'effectivement, je trouve qu'on raconte rarement l'histoire des petites figurantes pour qui ça marche pas, alors qu'il y en a plein et que c'est des histoires intéressantes. Mais tout autant que Manon qui va se faire appeler Aurore dans le club, qui est jouée par Louis Chevillot, et qui au début a un petit boulot pénible. Enfin, je veux dire que moi j'ai eu des petits boulots pénibles aussi. À partir du moment où on doit gagner sa vie, on est confronté à la réalité du fait de ne pas être rentier ou rentière. Et parfois, c'est une grande motivation aussi pour réussir à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, qui est de sortir d'un emploi salarié pénible, par exemple. Donc voilà, oui, il y a forcément un peu d'autobiographie, mais tout ça est très mélangé avec la fiction. Le film postule que faire ce travail pour procurer du plaisir et met en avant un rapport libéré avec le corps. Peut-être que c'est un film féministe qui ne va pas plaire à toutes les féministes ou peut-être des gens un peu qui ont un regard différent sur le corps des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est des questions auxquelles on a beaucoup réfléchi parce que je voulais pas non plus que ce soit un film naïf qui dise que c'est super de faire ça et allez-y, dites à vos filles de faire ça après le lycée parce que c'est vraiment facile et c'est de l'argent facile, génial. Non, en fait, il y a un des personnages qui dit c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide. Et je pense que c'est pas facile et c'est comment dire. Le film montre aussi que c'est pas un endroit des bisounours, qu'il y a des clients pénibles, peu sympathiques, que c'est dangereux. Mais il ne condamne pas et il ne punit pas les femmes qui ont choisi de faire ça. Et j'ai l'impression qu'on sent aussi, parce que le film est aussi un film de troupe, il y a vraiment un groupe de filles qu'on croise dans les loges, etc. Et sans s'attarder sur chacune d'entre elles, je pense qu'on sent que certaines ont des parcours plus ou moins difficiles, ce qui correspond encore une fois à la réalité. Mais il s'agissait de montrer un lieu où elles sont quand même respectées et où elles peuvent exercer ce type de pratique dans un cadre safe, en fait. Ce qui est donc pas le cas, en tout cas, par exemple, pour la prostitution, comme on le voit d'ailleurs dans le film. Après, on dit travail du sexe, sex work, enfin, il y a plein de mots. C'est pas des pensées qui sont étrangères au féminisme, puisqu'il y a plein de féministes qu'on dit pro-sexe, mais du coup, c'est pareil, ça fait un peu peur. Donc, il faut dire pro-choix, je crois, qui travaillent sur ces questions et qui expliquent à quel point avoir conscience que des femmes peuvent choisir cela, c'est renverser le stigmate, c'est-à-dire arrêter de penser qu'elles sont victimes et voir à quel point c'est, au sein d'un monde capitaliste et patriarcal, c'est un renversement des rôles et un renversement du système de domination et comment une femme qui doit gagner sa vie peut être face à ce choix. Et évidemment, l'idée, c'était de faire quelque chose de léger parce que sinon, bien souvent, c'est aussi les films qui abordent ces sujets et qui vont nous montrer à quel point c'est dangereux. D'abord, peuvent être des films qui nous font la morale, qui nous disent qu'en gros, c'est de notre faute, on n'avait qu'à pas s'habiller comme ça, on n'avait qu'à pas faire ci, faire ça.
mais c'est aussi des films qui nous limitent, quoi. Enfin, je veux dire, qui nous prennent pour des idiotes. Et donc, je pense que c'est féministe de dire qu'on peut tout faire. Après, on peut tout faire dans le respect du consentement. C'est-à-dire que c'est aussi un film dans lequel une femme raconte son viol sans avoir vraiment compris que c'était un viol, mais voilà, qui est toutes les questions d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bah oui, on peut avoir décidé de faire des danses érotiques devant des hommes et le vivre très bien. Et on peut avoir quelqu'un qui vient chez vous boire des coups et qui couche avec vous alors que vous lui dites non. Et ça, en fait, ça s'appelle un viol. Donc le film est j'espère, complexe, en fait, sur ces questions. Et pour moi, il reflète toute la complexité du féminisme d'aujourd'hui qui me semble passionnant. Voilà. Donc après, c'est parce que aussi, je ne suis pas trop pour les prises de position. Pardon, je ne suis pas tellement pour les prises de position définitives et péremptoires, surtout sur ces sujets. Et surtout, je pense qu'il faut toujours écouter la parole des gens concernés. Et d'ailleurs, je me suis plongée dans des recherches. J'ai aussi entendu des femmes qui avaient pratiqué le travail du sexe et qui sont devenues abolitionnistes. Bon, il y en a pas là dans mon film, mais je sais que ça existe. Je suis pas idiote et naïve. Voilà. Je voulais aussi que ce soit pas un film non plus pour dire que tous les hommes sont des salopards. Et j'espère que ça se sent, c'est-à-dire que c'est pareil, le regard qui est porté sur eux, pour moi, ne doit pas être juste de dire « Ah, quel vieux dégueulasse qui vient se rincer l'œil ». Au contraire, ça fait partie de l'humanité. Et comme me disaient certaines amies que j'ai rencontrées autour du travail qui ont pratiqué ce genre de choses, c'est vraiment toute l'humanité qui peut se retrouver dans ce genre de club, dans le public, je veux dire. Toutes sortes de gens, pour des raisons très différentes et très complexes. Comment mettre en scène les corps, en l'occurrence nous, la nudité, il y a beaucoup de nudité dans le film, beaucoup de lingerie, oui. Voilà. Et en même temps, esquiver le male gaze. Donc effectivement, moi, je ne me posais pas tellement la question du male gaze plus que ça, puisque j'avais lu effectivement le livre d'Iris Bray, que je trouvais intéressant, notamment pour transmettre les textes féministes américains que je ne connaissais pas très bien. Mais après, pour moi, il n'y a pas vraiment de genre au regard, quoi. En tout cas, c'est sûrement pas lié au genre de la personne qui filme. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont très female gaze, etc. Enfin, voilà, c'est pas catégorisé. Après, pour y avoir réfléchi, en avoir rediscuté plutôt après la fabrication d'Un mon seul désir, je crois que la question, c'est vraiment de considérer que la personne qu'on filme n'est pas un objet. En fait, c'est ça. Qui pourrait. Mais je ne sais pas si ça doit s'appeler male ou female gaze, parce que bon, je ne vois pas tellement le rapport avec la question du genre. Mais ça, c'est vrai que pour moi, même si je trouve les corps féminins très très beaux, je pense que ça se voit dans le film, j'ai une fascination pour le corps. Après, j'aime aussi beaucoup des corps masculins. Là, évidemment, on est dans un club de striptease avec des femmes, donc c'est surtout ces corps-là qu'on voit. Mais je trouve que le corps humain, c'est beau, même les corps qui ne sont pas dans les canons de beauté, d'ailleurs. Enfin, là, la plupart des personnages, elles sont assez belles et dans des canons assez classiques, mais il y a aussi des personnages qu'on croise dans les visions d'Aurore, notamment, qui sont des corps d'adultes, enfin de personnes plus âgées, des corps... voilà, je ne dis pas de détails parce que vous irez voir le film, et puis voilà, mais vous avez vu le film. Et donc, c'est aussi un peu dans l'idée, qui est pour le coup la poursuite de ce que je voulais faire dans Fidelio, que le corps nu... n'est pas forcément synonyme de péché, quoi, en fait. Enfin, voilà, que ça peut être beau. Et c'est ça qui m'a troublée dans les premières réactions des spectatrices ou des spectateurs du film. Vraiment un public lambda, de festival, un peu des gens à la retraite, etc., qui me disaient qu'ils n'avaient pas très envie de voir le film parce qu'ils avaient peur d'être choqués. Et finalement, qu'ils oubliaient que les filles étaient nues au bout de 2 scènes, parce qu'on voyait des personnes et on voyait pas des fesses, des seins, de la lingerie, on était attaché au personnage, voilà. Et donc ça, sans le vouloir, je crois que c'est exactement ce que je voulais faire. Après, je me suis quand même posé beaucoup de questions, enfin je veux dire, les questions qu'on se pose quand on fait la fabrication. Déjà, la première question, c'est d'être vraiment très au clair avec les interprètes. C'est-à-dire que certaines actrices m'avaient dit dès le départ qu'il y avait certaines parties de leur corps qu'elles ne souhaitaient pas être montrées. Donc tout ça a été fait vraiment en fonction de leur choix et de leur demande.
Et du coup, ça veut dire que tout le monde est à l'aise et conscient de ce qu'il fait. Donc je pense que ça se ressent, en fait. Et après, moi, j'avais certaines scènes, notamment les scènes plutôt d'amour, c'est-à-dire pas vraiment les scènes de spectacle. Ma foi, on les filme presque comme du documentaire, ou alors en les sublimant avec la lumière. C'est vrai qu'aussi les actrices étaient à l'aise parce que souvent, elles étaient tellement bien éclairées par Alexis Kavirchine qu'elles se sentaient pas nues, en fait, se sentaient vraiment à l'aise. Comme les vraies stripteaseuses d'ailleurs, qui nous ont souvent dit moi, s'il n'y a pas de lumière, je le fais pas. Enfin, voilà, c'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment important, cette question de la lumière. Mais c'est vrai que pour les scènes d'amour entre les filles, j'avais certains plans en tête que je ressentais presque. Et du coup, avec le chef opérateur Alexis, parfois j'ai cadré certains plans, quitte à lui redonner la caméra après, comme une sorte de dialogue entre nous deux. Pour qu'il fasse peut-être même mieux techniquement ce que je voulais faire ressentir. Je ne sais même pas ce qu'on a monté. Au final, on s'en fiche complètement. Mais c'est vrai qu'on était dans un travail très complice, enfin, voilà, très proche. Et moi, je me fie beaucoup à mon instinct, en fait, pour ce genre de scène. Donc, je ne sais pas à quel point c'est du male gaze ou du female gaze, parce que si le male gaze, c'est trouver qu'un corps féminin, c'est beau, bah, j'y suis à fond. Mais en même temps, je suis une femme. Donc, voilà. Peut-être que je me vois à travers ces corps. Je ne sais pas. C'est une hypothèse qu'on m'a formulée il n'y a pas longtemps. J'y avais jamais pensé. En tout cas, c'est vrai que ce qui était aussi un enjeu, c'était que ce ne soit pas répétitif. C'est-à-dire que chaque scène, on pouvait avoir l'impression, c'était un autre défaut peut-être du scénario d'ailleurs, que tout était toujours pareil, parce qu'il y a des numéros, bon, voilà. Mais pour moi, chaque numéro, chaque scène a un enjeu très différent, parce qu'il y a à la fois le fait que ce pas les mêmes numéros, donc on les filme pas de la même façon, on leur donne pas le même ton. Et à la fois, comme il y a l'évolution des personnages et de leurs relations, forcément, ça change, quoi. Et moi, je trouvais que c'était quand même hyper excitant de vivre une scène de striptease pour le spectateur ou la spectatrice. Je m'imaginais que ce qui serait cool, c'est de vivre une scène de striptease du point de vue de la stripteaseuse. Qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on monte sur scène, qu'on y va et qu'on voit les regards des hommes sur nous, quoi. Je trouvais que c'était ça qui était intéressant. C'était pas compliqué pour les actrices, notamment les deux actrices principales, de se donner vraiment à fond? Non, si vous les rencontrez ou si vous lisez leurs entretiens dans la presse et tout ça, je sais que par exemple Zita, elle dit que je lui ai proposé vraiment le rôle. Et elle a mis très longtemps à me donner une réponse franche, enfin je veux dire sûre. Et je crois que ce qui la faisait hésiter le plus, c'était que c'était une actrice. En fait, tout d'un coup, elle se disait est-ce qu'on va croire que c'est moi ? Est-ce que ça va révéler des choses de moi, actrice ? C'était ça qui la troublait le plus, même si bien sûr, ça lui faisait peur, les scènes de nudité. Enfin, c'est normal. Moi, après, ma devise, c'est qu'il faut aller là où ça fait peur. D'ailleurs, c'est ce que dit le film, mais je veux dire, c'était ma devise avant ce film. Je trouve que, voilà, on fait des métiers tellement difficiles qu'autant essayer d'aller loin avec. Enfin, et tout ça, évidemment, sans se blesser. Enfin, vous l'avez compris, sans se faire mal. Et donc, effectivement, j'avais monté en prépa une sorte de résidence de striptease avec Zita, Louise, mais également toutes les actrices qui sont dans le film, qui sont des seconds rôles ou qui font parfois de la figuration. Et dont certaines étaient donc des, entre guillemets, vraies stripteaseuses, enfin en tout cas des filles qui avaient de la pratique, ce qui a permis à tout le monde de discuter. Il n'y avait aucune caméra, aucun appareil photo, on était vraiment entre nous. On n'était que des femmes, puisqu'il y avait l'assistante qui a également fait le casting, moi, et sinon que les filles qui sont dans le film. D'ailleurs, l'assistante et moi, on est aussi dans le film, puisqu'on est dans la dernière scène. Et donc, au cours de ces quelques jours de résidence, on a une semaine à peu près, quoi. On a vraiment discuté des limites de chacune. Chacune a fait un striptease, y compris moi et l'assistante, justement, pour qu'on soit sur un pied d'égalité. On a fait du sport, du yoga, on a fait de la pole dance. On a beaucoup parlé aussi, elles ont pu poser toutes les questions. Et je pense que ça nous a vraiment soudés. Et ça fait qu'on est arrivé aussi avec une longueur d'avance par rapport à l'équipe. C'est-à-dire que souvent, ce qui peut rendre mal à l'aise, c'est de se dire on va faire ça devant des étrangers ou finalement les figurants. Je pense que c'est eux qui étaient le plus mal à l'aise. Et par ailleurs, par exemple, pour ces figurants, pour que tout ça se passe très bien, on a fait quelque chose qu'on fait, mais vraiment jamais sur aucun film. C'est que chaque figurant a été rencontré en amont par les deux filles qui s'occupaient de ça, la même fille là, puis une autre,
pour être sûr que voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était pas juste envoyez votre photo puis on vous donne une date, on voit si ça marche, parce que c'était trop important, quoi. On voulait pas qu'il y ait le moindre problème sur le plateau. Évidemment, l'équipe aussi était briefée. Moi, j'avoue que j'ai demandé, parfois je me dis c'est un peu sexiste de faire ça, mais je l'ai fait. J'ai demandé au chef opérateur de prendre un maximum de femmes dans son équipe. Et du coup, il y avait que des femmes à la lumière, que des femmes à la caméra à part lui. Et c'était pas vraiment anodin. C'est-à-dire que quand même, toutes les comédiennes m'ont dit qu'elles se sentaient quand même plus à l'aise. C'est ce qu'on fait souvent quand on tourne des séquences un peu intimes. Moi, j'avais déjà fait pour Fidelio. On essaie d'avoir un maximum de femmes, mais là, c'est vrai que comme c'était un peu tout le temps le cas, tout le monde était tout le temps en soutien-gorge. Voilà, c'était... Bon, après, au bout d'un moment, c'était un peu comme les spectatrices. On oubliait qu'on était en lingerie, quoi. Enfin, je veux dire, c'était devenu complètement banal. Et donc, je crois que pour les filles, ouais, c'était vraiment sans douleur. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement de la peur au début, mais la peur a été utilisée comme quelque chose de stimulant à dépasser. Et en tout cas, moi, j'ai fait particulièrement attention. Non, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la dimension autobiographique, effectivement, moi, j'ai fait de la figure, y compris toute nue dans des films, parce que je suis pas très pudique. C'est aussi pour ça, évidemment, que ça m'intéressait, ce sujet. Parce que je me dis, j'ai envie de parler du point de vue d'une fille qui est pas pudique, en fait. Ça existe et c'est pas grave. c'est comme ça. Et c'est vrai que, du coup, je me mets à la place des actrices ou des acteurs. Vraiment. Enfin, je fais très attention, quoi. Et ça, c'était déjà le cas avant ce film. Sur toutes les scènes qui peuvent impliquer de la nudité ou des choses intimes. Donc voilà, c'est vrai que je pense que pour elles, c'était un défi, mais que ça leur a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'elles ont eu chacune à se préparer aussi sur des scènes. Zita, elle a pris des cours de pole dance pour faire la scène du métro, avec une professeure particulière. Donc c'était bien aussi, ça permettait de se mettre dedans. Enfin, je pense que c'est un défi pour les actrices d'avoir des rôles un peu comme ça aussi, j'espère. En tout cas... elles sont encore contentes de venir présenter le film 11 mois après la sortie, donc c'est plutôt bon signe. C'est vrai que c'est des rôles qu'on ne joue pas tous les jours. C'est ça, c'est des rôles qu'on ne joue pas tous les jours et il faut y aller à fond, sinon ça ne vaut pas le coup. Voilà. Après, faut pas. J'aurais jamais choisi des actrices si j'avais senti le moindre doute ou la moindre réticence, parce que je pense qu'il ne faut pas se forcer, en fait. Enfin, la vie est trop courte. Il faut se lancer là-dedans quand on en a envie. Sinon, c'est pas la peine. C'est comme l'histoire des personnages dans le film. C'est pas ça qu'on a envie de raconter, ni de pratiquer. Moi, je suis pas du tout dans l'idée qu'il faut manipuler les acteurs, en fait. J'aime choisir des actrices et des acteurs intelligents, voire plus intelligents que moi. Enfin, en tout cas, qui vont m'apporter quelque chose et pas seulement leur corps, vraiment leurs pensées et leurs intuitions et des choses sur le personnage. Enfin, vraiment, j'adore ça, en fait. Sinon, je vois pas tellement l'intérêt. Je ne vois pas du tout les acteurs comme des marionnettes, quoi. Voilà. Et les deux actrices principales, c'était vos choix dès le départ? Donc Zita, oui, je lui ai proposé ce rôle parce que je trouvais que c'était intéressant aussi qu'elle n'avait jamais été... finalement, elle n'avait jamais autant exploré la facette femme fatale qu'elle a, quoi. Enfin, elle est vraiment très très belle, quoi. Donc je trouvais ça vraiment génial de le faire une fois dans un film. Il y a plein d'autres films où elle est très belle, mais là, c'est quand même le rôle, c'est aussi qu'on sent que c'est une danseuse qui a du succès dans le club. Et au début, le personnage de Manon Aurore, elle est fascinée par cette fille. Elle se dit, mais quelle est cette fille incroyable? Enfin, voilà, il fallait qu'elle ait vraiment beaucoup de charisme. Et comme je l'avais déjà rencontrée sur un autre film où j'avais fait des essais avec elle et je ne l'avais pas prise, je la connaissais déjà dans le travail grâce à cette séance d'essai. Donc, je lui ai proposé le rôle cash. Et ensuite, à partir de là, j'ai cherché qui pouvait faire Manon Aurore. Donc là, j'ai fait des essais avec quelques actrices, pas énormément, parce que j'avais vraiment en tête plusieurs personnes que j'avais vues dans des films, donc y compris Louise, que j'avais vue dans les films de Philippe Garrel et dans Synonyme. Et pour le coup, Zita est venue à la deuxième session d'essai pour donner la réplique. Et donc, il y a eu aussi cette évidence du duo qu'elle formait. C'est-à-dire que je trouvais vraiment intéressant que... parce que dans le film, finalement, le film, au bout d'un moment, il bascule vraiment pour devenir une sorte de comédie romantique, puisque c'est une histoire d'amour entre ces deux femmes, finalement. Je voulais donc que ce couple soit sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que je voulais pas qu'il y en ait une qui ait un ascendant sur l'autre, ce qui se passait en fait avec d'autres actrices.
qu'on a pu voir. Là, il y avait vraiment quelque chose de très, très évident sur à la fois le fait qu'elles pouvaient être fascinées l'une par l'autre parce qu'elles étaient très différentes, mais sans qu'il y en ait une qui veuille prendre le pouvoir sur l'autre. Voilà. Et comme moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse dans la manière dont on peut vouloir filmer les rapports de couple aujourd'hui, ça a beaucoup pesé dans la balance. Outre le fait que Louise avait fait des essais formidables pour le rôle et tout ça. Ce que j'aimais beaucoup aussi chez Louise, c'est qu'elle a l'air tellement normale pour le coup. Enfin, je veux dire qu'on ne soupçonne pas quand elle arrive que quand elle va se déshabiller, elle va être sublime. Enfin, à part les spectatrices et les spectateurs qui la connaissent déjà, qui l'ont vue dans les films de Philippe Garrel, mais je trouvais que c'était bien, quoi, que justement on voit à quel point le spectacle, ce que je disais, la lumière, le lieu peut sublimer en fait, n'importe quelle femme. Voilà. Je trouvais qu'on pouvait plus s'identifier à elle. Et bon, et voilà, et on s'est très très bien entendu. Voilà. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, je crois. Maintenant, je le sais. Et d'une manière générale, les réactions des spectateurs, est-ce que vous sentez une différence entre les réactions des femmes et des hommes? Du film ou les spectateurs du film? Des spectateurs du film. Pas tant que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit que oui, il y avait quand même, contrairement aux autres films que j'avais sortis, il y avait peut-être plus de jeunes femmes qui venaient me remercier pour le film, qui étaient quand même vraiment... qui adhéraient 100% au film. Mais il y a aussi des tas d'hommes, et même des hommes âgés, qui je pense ont été des clients, qui sont venus me remercier pour le film. Donc c'est vraiment le paradoxe total, quoi. Et il y a aussi tous ces gens dont je parlais qui me disent « Ah, j'avais peur de voir ton film parce que c'est un sujet, j'ose pas trop, je veux pas trop voir de trucs » et qui en fait sont vraiment pris par le film et voient que ça parle de choses assez universelles, voilà, et très humaines. Et ça vient pas chercher des trucs un peu dégueux, pervers, au contraire en fait. Et le film, après, il reste tout le temps dans ce cadre, mais il dépasse largement, enfin j'espère, les limites de juste, c'est pas un film, en fait c'est pas un film sur un club de striptease. C'est-à-dire c'est pas un film à sujet, c'est pas un film qui va vous expliquer ce qu'on doit penser de ce fait de société, ou je sais pas quoi, contrairement à tout le discours que j'ai pu vous servir juste avant. Mais c'est un film qui est un peu une ode à la joie, quoi. À la joie, à l'amour, qui peut surgir n'importe où, à la fête, à l'instant présent et à la liberté. Donc ça, en fait, tout le monde peut le ressentir. Et pour le coup, j'ai quand même accompagné le film, comme on fait toujours. C'est un film... J'ai pas eu le même ressentiment que j'avais pu avoir pendant le financement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens passent un moment très agréable et qui les fait rêver. Voilà. Après, ça arrive que des gens, peut-être, ils viennent pas me parler, ceux qui sont mal à l'aise avec le film. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ça les fait même un tout petit peu bouger, quoi. Que ça peut faire un peu bouger les lignes. C'est déjà pas mal. Mais normalement, c'est surtout un film, c'est pour le kiff, quoi. C'est un film du kiff. Du kiff à un moment où on est quand même très stressé par rapport à toutes les choses du sexe. On ne sait plus trop ce qu'on a le droit de dire, de faire, etc. Alors qu'en fait, à partir du moment où il y a du consentement, tout est possible, quoi. C'est plutôt cool, finalement. C'est plutôt une bonne époque. Là, c'est un film qui incite à ça. J'espère. Et du coup, non, les retours entre les hommes et les femmes ne sont pas forcément différents. Je dirais que c'est plus souvent quand les gens sont très stressés par rapport... C'était un peu la même chose avec Fidelio, où il y a pas mal de scènes d'amour, pour le coup, beaucoup plus que dans Un Mon Seul Désir, d'ailleurs, où il y a très peu de scènes de sexe. On parle tout le temps de sexualité, il y a plein de lingerie, mais on voit pas grand-chose, finalement. Souvent, les gens qui ont un problème avec le film, c'est parce que c'est des choses tellement intimes que ça les bouge à un endroit qui les met mal à l'aise et ça les stresse, quoi. Mais c'est souvent lié à des problématiques intimes, donc du coup c'est pas des choses où je peux vraiment leur répondre. J'ai pas à leur faire la leçon, en fait. Voilà. Je fais pas des films pour faire la leçon, d'ailleurs je défends tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le féminisme, pro-choix, etc. Mais voilà, j'espère convaincre des gens, mais si les gens ne sont pas convaincus, tant pis. Enfin, je vais pas. Voilà. C'est un film, quoi. C'est aussi un film normalement dans lequel il faut se laisser emporter comme une chanson, comme un poème, comme un tableau, comme un spectacle. Enfin voilà, il faut se laisser aller, quoi. C'est ça l'idée.
J'ai posé la question parce que dans mon expérience, après je vous le raconte, c'est anecdotique, je pourrais le même couper après au montage, mais comme j'ai beaucoup aimé le film, j'étais fascinée quand je l'ai vu au cinéma et je l'ai conseillé à pas mal de gens autour de moi ou à des collègues, notamment des critiques qui ne connaissaient pas ou qui n'ont pas vu. Et de mon expérience, plutôt les femmes ont apprécié et pas les hommes. Donc c'est pour ça que je... Et après, je pense que les critiques, c'est un public spécial. C'est-à-dire que, quand même, c'est un public de professionnels. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a aussi toujours la peur de qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce que ça va être interprété comme quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un point de vue sur les films, ouais, de professionnels, quoi. Ça peut pas. C'est plus difficile de se laisser aller, je pense, quand on est critique. Et comme je pense que d'un point de vue théorique, le film, il correspond quand même à un point de vue féminin, enfin, je veux dire, un point de vue politique, il correspond vraiment à un point de vue féminin, donc on peut être pris par ce point de vue féminin au-delà de sa place de critique, par exemple. J'espère. En tout cas, c'est peut-être ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément cette dichotomie, voilà. Et il y a aussi des femmes qui ont des réactions épidermiques sur le film, mais en général, c'est lié à... C'est-à-dire, moi, je comprends très bien que si on a traîné dans ces lieux, qu'on a une très mauvaise expérience, on ne soit pas bien avec le film. Voilà, c'est pas... Après, on fait pas des films pour que tout le monde soit bien avec non plus. Ça marche pas. Ou alors, vraiment, c'est super mou et chiant. Mais non, franchement, non. Ce serait malhonnête de dire ça. Mais parce que même dans le financement, dans les réticences, il y avait vraiment les deux... Moi, j'ai eu des retours d'un collègue, par exemple, qui disait qu'il se sent exclu par rapport à ce que le film se défend quand on était avec d'autres collègues et des femmes qui défendaient encore comme moi. Ou ça c'est drôle, un collègue, un critique, qui disait que je comprends pas, en fait, les corps des femmes sont pas sexy. Ça, c'est violent quand même. Ça, c'est vraiment archaïque. Ou pourquoi les actrices, même toutes les deux actrices, n'ont pas des corps, des seins. Alors que pourtant, moi, je les trouve ultra sexy. Non, mais là, c'est carrément archaïque. Franchement, là, je peux même pas comprendre. Autant je comprends que le mec se dise « je me sens pas concerné », c'est un truc de peur. Après, moi, ce qui m'a touchée, c'est vrai que c'est quand même un peu ces retours de clients, quoi. Parce que j'en ai eu plusieurs. Hein. Enfin, parce qu'en fait, j'ai découvert grâce à ce film que même si la prostitution est interdite en France, en fait, il y a quand même, je pense, partout, même en province, des bars à entraîneuses. Alors, c'est différent parce que nous, on parle d'un endroit où il n'y a pas d'alcool, ce qui est vraiment important parce que je pense que ça change quand même les limites de comportement. Enfin, c'est quand même pas pareil que les endroits qu'on a dans les séries où on voit des entraîneuses, une barre de pole dance, un bar, des cocktails, des mecs qui prennent des bouteilles à 300 €. Enfin, c'est un peu différent. Il y a l'idée d'un spectacle artistique quand même, et ça change tout. Mais en tout cas, pardon, je fais une grosse digression. Je me suis rendu compte que plein de gens qui avaient été amenés à fréquenter ce genre de lieux reconnaissaient les lieux ou à fréquenter des prostituées aussi d'ailleurs, et reconnaissaient le rapport qu'il peut y avoir, qui est du coup un rapport humain, effectivement, et qui est beaucoup plus de l'ordre de la conversation. Je veux dire, d'un point de vue féministe, ce qui est passionnant, je trouve, c'est de se dire qu'en fait, souvent, ces mecs, ils payent aussi pour qu'on les écoute, quoi. Voire qu'on leur dise, qu'on les contredise pas. Ou alors, bon, si c'est dans leur fantasme, qu'on les contredise, parce que c'est ce qu'ils ont demandé. Mais comme s'ils avaient peur de... Comme si dans la vraie vie, entre guillemets, ils n'avaient pas accès, voilà, à ces relations. Enfin, moi, je trouve ça assez passionnant, en fait. Comme dans Buñuel, finalement. Enfin, on y revient. Et en tout cas, oui, quelqu'un qui dit « je me sens pas concerné », ça peut être aussi quelqu'un qui a peur d'être pris pour quelqu'un qui se sentirait concerné. Mais en tout cas, sur la question des corps, alors là, ça me semble carrément délirant, parce qu'effectivement, non, c'est sûr que c'est pas le... Non, je sais qu'il y a un film que des critiques qui, pour le coup, ont vraiment aimé le film, ils ont avaient mis en rapport, enfin, un critique, je pense quand même à quelqu'un de précis, qui est le film de... comment il s'appelle ? Je vais avoir un trou de mémoire. Go-Go Tales, Ferrara. Et moi, le film de Ferrara, par exemple, moi j'aime bien certains films de Ferrara, mais vraiment Go-Go Tales,
pour moi, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que pour le coup, les danseuses, c'est vraiment la tapisserie, quoi. Enfin, c'est un décor. Et c'est encore une histoire entre deux mecs. En plus, c'est sombre. Enfin, c'est vraiment un film un peu blague, quoi, avec un prétexte de scénario absurde, un truc d'argent perdu. Ferrara, quand même, c'est un grand cinéaste machiste, quand même. Un grand cinéaste. Un grand cinéaste et machiste, pour moi, en tout cas. Je pense. En tout cas, vraiment, dans ce film, il en a rien à foutre des femmes, quoi. Je veux dire, ni de leur corps. Enfin, et pour le coup, oui, elles sont un peu comme des poupées derrière, mais je veux dire, c'est pas. Enfin, ça pourrait être des animaux, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, on s'en fout. Alors que, par exemple, le film célèbre, tellement mal aimé à sa sortie et revu 1000 fois, alors ça y est, tout m'échappe. Sur la fille qui va faire du striptease à Las Vegas, enfin qui devient danseuse à Las Vegas. Showgirl. Ouais. Tout m'échappe. Merci. Voilà. Showgirl de Paul Verhoeven, par exemple, qui est un film qui n'était pas complètement une référence pour moi parce que pour le coup, elle va vraiment en chier. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Puis c'est vraiment un film qui montre. Ah oui, ça c'est hyper important, je pense, dans le côté féministe. C'est un film dans Showgirl qui s'appuie sur une rivalité entre deux femmes. Et moi, c'est vrai que de mes observations et de ce que j'avais envie de défendre, mais ça vient d'abord d'une observation du réel, en fait, c'est un endroit de très grande sororité, cet endroit. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on attend. Parce que même en français, il y a cette expression de se faire un coup de pute et tout ça. En fait, non. C'est un endroit où les femmes, elles font bloc face à des hommes qui peuvent être dangereux. Et c'est vraiment un endroit de sororité et c'est très beau parce que c'est des femmes en plus qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui n'ont pas le même âge, pas le même milieu et qu'on imagine tout de suite dans un récit de scénario, on va se dire elles sont en concurrence. Alors évidemment, il y en a une qui est moins sympa que les autres dans le film parce que sinon on s'ennuierait. Puis c'est comme au bureau, il y a toujours quelqu'un qui est un peu le collègue relou et qui fait des coups par derrière. Mais l'idée, c'est quand même qu'elles sont très solidaires. Et c'est vrai que dans Showgirl, le scénario est construit là-dessus. Mais c'est quand même, pour moi, Showgirl, un film qui a des aspects féministes. C'est-à-dire qui montre la réalité d'un viol, par exemple, sans l'enjoliver et sans non plus en faire une scène qui serait pour montrer... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, moi, j'en peux plus, en fait. En fait, ce qui m'insupporte, c'est qu'il y a beaucoup de films où on est très content qu'il y ait des femmes, mais il faut qu'elles souffrent, en fait. Vous voyez, par exemple, le personnage que j'adore dans Babylone, le film qui est sorti l'année dernière, qui est joué par Margot Robbie, que je trouve génial. Enfin, voilà. Tout va bien parce qu'en fait, elle meurt, quoi. C'est-à-dire qu'elle disparaît dans la nuit et probablement elle se fait assassiner, je me souviens plus très bien. Mais du coup, on critique pas le film du tout sur le fait que, oui, c'est une arriviste. Enfin, voilà, et moi, je trouve ça noble, en fait, de vouloir coucher pour réussir. J'ai aucun problème avec ça. Surtout à son époque. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on voit dans les films... avant le code Hays, quoi, les films avant la censure, il y a des personnages comme ça magnifiques de femmes puissantes qui sont dans une ascension fulgurante comme ça et tout ça. Et pourquoi je disais ça? Oui, et moi je voulais pas du tout, voilà, je suis pas là pour voir les femmes souffrir, en fait. C'est bon, je trouve qu'on a eu notre lot. Mais pour revenir à Showgirl, je trouve que là c'est un film où les personnages principaux sont quand même féminins, complexes, intéressants. Après c'est très différent parce que c'est à Las Vegas et du coup c'est des dimensions, voilà. Mais au début elle bosse dans un club de striptease et par exemple ça c'est des scènes qu'on a revues même pour la déco, enfin pour se mettre dans l'ambiance, quoi. C'est des références parce que en fait ça n'a pas été, voilà, tant que ça filmé. Le film de Mathieu Amalric tourné par exemple, c'est pas un film qui montre le lieu puisque c'est une tournée en France et pour le coup c'est du striptease burlesque vraiment assumé par des femmes qui ont d'autres corps, qui sont des américaines déconstruites. Enfin c'est très différent. Et par ailleurs, c'est un homme qui est au centre du film, quand même. Même si les numéros dans Tournée sont vraiment cool. Et que ça a inspiré tout un tas de stripteaseuses que j'ai rencontrées au moment des recherches préparatoires. Et aussi pour nous, en fabriquant le film. Donc là, les corps, non, franchement, là, c'est hallucinant. C'est ça que j'ai entendu. Hein. Ouais. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est qu'ils voient pas à quel point c'est sexy, en fait. Parce que pour moi, c'est sexy. Enfin, je veux dire, c'est sublimé quand même. Enfin, c'est beau, quoi. Magnifique, même. L'histoire d'amour lesbienne, est-ce que c'était prévu dans le scénario dès le départ? Parce que pour moi, ça marque un peu de rupture par rapport aux premières parties de film. En fait, ça, on va ailleurs un peu.
Oui, tout à fait. En fait, on se concentre sur une histoire. Cette histoire-là. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est amusant que vous ayez repéré ça, parce que je venais de faire une série quand on s'est lancé dans l'écriture du scénario, et je crois qu'au début, j'avais envie de raconter 12 histoires, quoi. Mais ça, en fait, on peut le faire en série, on peut pas le faire dans un film, enfin, c'est très compliqué. Donc du coup, on raconte quand même plein d'autres personnages et d'autres petites histoires. Mais du coup, à un moment, j'ai compris que c'était ça l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, c'était une des histoires. Au début, ça s'appelait Conte. Enfin, il y avait un sous-titre. Ça s'est toujours appelé À mon seul désir, mais il y avait un sous-titre. Ou peut-être c'était juste qu'on avait mis le genre, on avait dû mettre Conte pour adultes au pluriel. Et puis finalement, effectivement, on s'est rendu compte. En plus, moi, j'ai tendance à aimer que les scènes se déploient, etc. J'ai pas du tout envie qu'on soit efficace. Ça, c'est bon pour la télé. Pour le cinéma, j'ai envie de plus quand même. Et effectivement, du coup, on s'est dit qu'il fallait choisir une histoire. Et moi, je trouvais ça très beau pour revenir à cet oxymore fondateur. C'est de se dire que c'est une histoire d'amour avec des sentiments et tout ça. Et ça arrive dans l'endroit où normalement, il n'y a pas d'amour, en fait. Où tout est faux. Où tout est... Enfin, tout le monde cherche l'amour, mais bon, tout le monde sait que c'est un amour de pacotille. Et là, elles se retrouvent prises dans un amour qui leur tombe dessus, voilà, qu'elles n'ont pas choisi. Vraiment, ça, je trouvais ça chouette. Voilà. Je trouvais ça chouette aussi parce que, bon, voilà, on pourrait dire dans Pretty Woman aussi, elle rencontre l'amour, mais bon, là, pour le coup, je trouvais ça inattendu que ce soit entre deux collègues et en même temps tellement logique. C'est-à-dire que ça arrive tellement souvent, l'amour au travail et les passions contrariées au travail. Et ce que je trouvais beau aussi, toujours dans le côté paradoxe, c'est que finalement, les sentiments arrivent après, puisqu'elles sont, j'allais dire, obligées. Enfin, en tout cas, au travail, ça fait partie de leur travail de faire l'amour sur scène, faire semblant de faire l'amour sur scène. Et finalement, elles ne tombent amoureuses qu'après. Et ça, je trouvais ça vraiment amusant. Et je ne vois pas dans quel autre film j'aurais pu déployer une histoire pareille. Voilà. Est-ce que l'amour lesbien est forcément nécessaire quand on a un regard féministe comme ça, ou ça naturellement on arrive là, ou on peut penser même changer le rapport avec les hommes? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où l'amour lesbien devient possible au cinéma sans que ce soit le sujet du film. Et ça, c'était vraiment une volonté de ma part. C'est-à-dire que justement, dans les affres du financement, il y avait souvent des gens qui disaient « Mais du coup, je comprends pas, c'est ça le sujet, c'est genre, elle découvre son homosexualité. » Je disais « Non, mais là, on est en 2020 quelque chose, c'est terminé, quoi. Les jeunes gens, aujourd'hui, ça peut arriver une fille, un garçon, ils sont fluides. Et c'est le cas dans beaucoup de couches de la société. C'est pas du tout réservé à une élite ou juste des étudiants un peu bizarres, en fait. C'est comme ça. Et en fait, peut-être d'ailleurs que ça a toujours été comme ça, mais que juste on ne le montrait pas. Vous voyez ? Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est avant tout une histoire d'amour. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas la question du lesbianisme, elle n'est pas tellement problématisée. Et c'est vrai que c'est aussi deux filles qui a priori ont une sexualité ou des histoires d'amour avec les mecs et tout ça. Non, ce qui était là depuis le début, c'était l'idée que pour le coup, Manon Aurore, là, la jeune femme qui rentre au début, elle avait l'impression d'avoir jamais vraiment vécu l'amour. Enfin, que elle avait eu plein d'histoires, elle n'était pas coincée ou je sais pas quoi, elle n'avait pas un problème. Mais bon, elle n'avait pas vraiment, voilà, et que là, effectivement, ça lui tombe dessus. Mais ça, c'est aussi pour que l'histoire, elle soit un peu romanesque. Voilà. Mais non, je suis pas sûre que pour moi c'est pas lié totalement uniquement en tout cas au féminisme. Je me dis pas que voilà on était. Vous voulez dire, est-ce que c'est un choix politique justement de défendre le lesbianisme? Alors ce qui est politique pour moi, c'est de pas en faire un sujet. C'est-à-dire de pas se dire tiens, on va essayer de comprendre pourquoi elle a du désir pour une autre femme, alors qu'en fait, c'est naturel. Enfin, ça leur vient, voilà. C'est pas... c'est pour ça parce qu'elle s'est fait violer ou elle a eu un problème avec sa mère ou je sais pas quoi. C'est pas du tout la question, quoi. Donc ça, je trouvais ça bien. Et de le montrer aussi comme un truc normal. C'est-à-dire là, c'est...
En fait, il s'agit d'une relation un peu adultère, puisqu'il y en a une des deux qui est en couple, mais ça serait pareil avec un homme et une femme, quoi. Enfin, ce serait juste pas les mêmes corps, mais ça pourrait arriver, ou avec deux hommes, enfin... Et ça, j'aime bien, voilà, j'aime bien ça. Et je pense que c'était difficile de faire la même chose il y a 30 ans ou 40 ans, quand vraiment l'homosexualité était encore quand même un gros tabou, quoi. Donc je trouve qu'il faut en profiter pour rendre nos récits plus libres et plus surprenants. Voilà. Dernière question, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de nouveaux mouvements MeToo avec les prises de parole de Judith Godrèche et d'autres actrices? Alors moi, pour le coup, je vois bien qu'il peut y avoir des côtés contradictoires, mais moi j'en pense du bien en fait de ce truc MeToo, et je suis pour qu'on croie les victimes en fait, toute personne qui se dit victime, parce qu'en fait les chiffres prouvent que il y a parfois des femmes ou des hommes qui en rajoutent ou qui mentent, mais c'est tellement minime dans les pourcentages qu'en fait on ne peut pas sortir de cette situation si on ne se met pas à écouter toutes les victimes. Et donc là, pour moi, dans le cas de Judith Godrèche, en plus, c'est vraiment flagrant, puisque la question de la différence d'âge et de l'emprise de ce réalisateur sur elle, elle est limpide. Et je me réjouis, en fait, de vivre à cette époque. C'est-à-dire, je vois que ça agite le monde dans lequel je vis et je travaille. Après, pour moi, c'est complètement symptomatique de la société en général. Je ne pense pas du tout qu'il y ait plus de violence sexuelle au cinéma. C'est très naïf de penser ça. Et je ne viens pas du monde du cinéma, donc je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans d'autres secteurs, enfin voilà. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que comme ça concerne des gens, entre guillemets, plus célèbres, on sait plus écouter. Donc si ça peut infusée dans le reste de la société, c'est vraiment très bien, en fait. Et quand bien même elle en aurait retiré quelque chose de bien, je vois pas comment on peut trouver cette prise de parole là, en tout cas contradictoire. Enfin, pour moi, c'est impossible. C'est très très clair. Et quelque part, je me réjouis que... Enfin, je me réjouis, on va pas se réjouir du malheur des autres, c'est vraiment... Mais... Je trouve que c'est intéressant que ça puisse nous conduire à nous poser... C'est pas complètement sans lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur cette appétence à filmer des femmes qui souffrent, quoi. C'est-à-dire que... Et pour moi, il y a une vraie différence. Ça veut pas dire qu'on doit plus filmer des femmes qui souffrent, des scènes de torture, des scènes de tout ce qu'on veut et tout ça, mais il y a eu pendant des années une telle complaisance, en fait, à penser que, voilà, c'est faire partie de ceux qui réussissent, c'est faire partie de ceux qui soumettent des très jeunes filles, qui les utilisent, qui les traitent comme des objets et pas comme des sujets. Que si c'est la fin de ça, y compris dans les films, hein, voilà, parce qu'après on peut faire des films avec des images très dérangeantes. Enfin, je veux dire, les films de Pasolini, ça montre des choses hyper dérangeantes, mais j'ai pas de problème parce que je sais que c'est pas quelqu'un qui s'est amusé avec ça aux dépens des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, il y a quelque chose où je vois au service de quelle pensée politique c'est fait. Ça veut pas dire que j'aime absolument tout Pasolini, mais enfin, vous voyez, je trouve que ça a du sens. Et voilà, après, c'est un peu confus là, pardon, je pars dans tous les sens, mais j'espère que c'est clair et que c'est montable. Non, voilà, en tout cas, non, moi, je suis en soutien total par rapport à ce deuxième MeToo, total. Et j'espère, d'ailleurs... j'ai l'impression que ce qu'il y a au fond, c'est la question de la domination. C'est-à-dire que moi-même, étant réalisatrice, moi, je suis plus du côté de la pauvre figurante. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir connu les deux bouts. Et donc, c'est même à moi d'être vigilante et de ne pas me retrouver moi-même. C'est pas parce que je suis une femme que je ne vais pas abuser de mon pouvoir. Donc, je trouve ça intéressant qu'on s'en inquiète et qu'on fasse attention. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est vraiment naïf de penser ça. Et moi, je crois que ça ne veut pas dire qu'on aura moins de pouvoir artistiquement. C'est-à-dire que je suis très attachée au fait qu'il faut qu'on ait le pouvoir sur le film, c'est-à-dire sur les choix artistiques. Mais avoir le pouvoir sur les choix artistiques, ça ne veut pas dire
maltraiter ses collaboratrices et ses collaborateurs, en fait, dans lequel j'inclus aussi bien les acteurs et les actrices que des gens de l'équipe, et particulièrement qui sont dans une position inférieure. Et après, je pense que la hiérarchie dans une équipe de cinéma, elle est nécessaire comme elle l'est sur un bateau, dans Fidelio. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on se fait du mal, en fait. Voilà. C'est une quête, mais c'est une bonne étape, je pense.